Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Il y a un mythe que j'ai pas abordé parce qu'en fait, c'est quand tu as dit malveillant, ça m'a fait penser à ce mythe. Pardon, je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais en fait, j'ai des amis, plusieurs personnes, pas une seule, qui m'ont envoyé des trucs sur, et je vois beaucoup évidemment sur les réseaux, des trucs sur l'IA complote contre l'humanité, ils sont capables de se reproduire, ils sont capables de... voilà, ils vont vouloir éteindre l'humanité. Enfin, pardon, je rigole en même temps parce que ça me fait rire, mais donc c'est mon point de vue. Toi, t'auras compris que ça me paraît complètement hallucinant de penser ça, mais je serais curieux de voir, toi, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque? En fait, la question est toujours la même, c'est est-ce que... je pense que les IA ont des capacités d'adaptation, c'est qu'elles ont une forme d'intelligence, une forme de savoir, et elles n'ont pas de règles particulières puisqu'elles sont entraînées a posteriori, elles sont d'abord entraînées sur les données, puis ensuite elles sont fine-tunées, etc. Enfin, il y a tout un processus. La question qui se pose, en fait, on peut la poser différemment, c'est est-ce que les machines doivent être connectées à des services critiques sans les humains. Donc il y a des gens qui poussent vers cette idée que demain on va optimiser. Tu as cette idée aussi de dire je branche, je débranche des choses et je regarde si ça marche. C'est un peu ce que fait en ce moment Elon Musk avec le gouvernement américain. Il vire des gens et puis après il se rend compte en fait que... Genre le contrôleur aérien par exemple. Voilà. Et je discute avec les Américains qui ont peur de prendre l'avion aux États-Unis. Ah bah ils ont raison, il n'y a plus de contrôleur aérien. Donc des questions assez compliquées. Puis après ça, tu as évidemment la question, on n'en parle pas assez, de la guerre, et notamment la guerre autonome. Et là, effectivement, on est dans une terra incognita, on ne sait pas vraiment. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens, parce que je donne un cours tous les ans à l'IHEDN, l'Institut des études de défense nationale, sur les questions de cyber et de numérique, de géopolitique en fait, du numérique. Et la question qui est posée, c'est l'éthique de la guerre. Alors, elle a été énormément étudiée dans le monde classique de la guerre. Ensuite, il y a eu les drones. Là, ça posait une question bizarre, c'est tu as des gens qui étaient à l'autre bout du monde, qui bombardaient des populations, que ce soit au Yémen notamment, et qui souffraient des mêmes stress post-traumatiques que des vrais pilotes d'avion, parce qu'ils avaient parfaitement conscience de ce qu'ils faisaient, même si c'était un petit écran. Il y avait un film extraordinaire avec Ethan Hawke, le nom m'échappe, sur 5, qui montrait la vie des pilotes de drones. Mais si tu intègres une machine qui, elle, n'a pas du tout d'âme et d'émotion, c'est ce qu'on appelle dans le domaine militaire le fire and forget, tu tires et le missile va trouver sa cible et sans aucun état d'âme va atteindre sa mission, effectivement, ça change complètement la problématique. Et là, effectivement, il y a dans la conjonction entre l'IA et le militaire, il y a évidemment un sujet... d'éthique énorme et personne ne veut vraiment en parler parce que personne ne veut dire clairement nous n'utiliserons pas d'armes autonomes. Est-ce que d'ailleurs l'enjeu, tu parlais d'éthique, est-ce que l'enjeu final de l'IA c'est pas un enjeu d'armée justement et de drones autonomes et en fait finalement nous ce qu'on nous donne c'est du menu frottin d'IA en disant bah voilà amusez-vous bien avec ChatGPT mais qu'en fait derrière vraiment et c'est pas sournois c'est plutôt voilà entre ce qu'a fait ce qu'a fait Musk avec Starlink c'est-à-dire des réseaux comment on appelle ça des réseaux internet faits avec des petits j'ai astéroïdes en tête mais c'est pas du tout des astéroïdes, c'est satellites ouais. Plus effectivement l'IA, les drones, etc. Est-ce que l'enjeu il n'est pas surtout militaire à la fin? Pour moi il a toujours été militaire. L'IA démarre dans une problématique militaire dès le départ. Elle est financée par les militaires, elle est développée par les militaires, elle est intégrée par les militaires et en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec la Silicon Valley et Google il s'est passé un moment où en fait les meilleurs chercheurs en sciences préféraient aller bosser dans les startups parce qu'ils étaient bien mieux payés et puis surtout parce qu'ils avaient accès à plus de machines. Hein. Je pense que Xavier Niel, avec tout ce qu'il a acheté en GPU, il a plus de GPU que l'armée française. C'est le cas aussi, je pense, des grands acteurs Amazon, Google et autres aux États-Unis.
il faut savoir que toutes les entreprises, que ce soit OpenAI, Google et autres, travaillent avec les militaires ou ont pris dans leur board. Je crois qu'ils ont lancé un patron de la NSA chez OpenAI. Donc, ça permet de redéfinir le contexte, que cette logique de ce qu'on appelle la defense tech, donc toutes les entreprises qui vont travailler dans le domaine de l'armée et des drones, sont importants. Mais dans la guerre, c'est triste à dire, mais c'est une réalité, c'est l'expérience qui a le plus de valeur. Et aujourd'hui, les meilleurs au monde dans tous ces domaines, ce sont les Ukrainiens et les Russes et les gens qui les fournissent. Donc, parce que il faut développer des outils, et comme désormais les drones sont des appareils jetables, en fait, qui vont être détruits parce que ce sont des bombes volantes, il faut les construire de manière pas très chère, il faut faire l'inverse de ce que font les autres armées. La durée de vie sur certains champs de bataille, c'est quelques minutes, à cause des drones, à cause du brouillage, à cause de plein de choses, tu peux plus rien faire, tu n'as plus de GPS. Moi, là, je reviens, j'étais à une conférence à Doha, et à un moment donné, on passe dans une zone où en fait il n'y a plus d'internet, plus rien, mais en fait il n'y a plus de GPS parce que c'est des zones de brouillage, on n'est pas loin de l'Iran, de la Russie, de plein de choses. C'est une nouvelle réalité, et donc évidemment les gens qui travaillent dans l'IA aux États-Unis disent il faut assurer la suprématie technologique des États-Unis, mais en même temps la Chine avance très vite dans le domaine, et curieusement on le voit avec DeepSeek, la technologie chinoise, mais on l'a vu aussi en Iran, qui est un des principaux fournisseurs de drones, alors très rustique, mais extrêmement efficace. C'est que quand tu fais des embargos, en fait, tu obliges les gens à être ingénieux, et donc en fait, au départ, tu as l'impression de les bloquer, et en réalité, tu les fais progresser. Et ce qu'a fait DeepSeek, c'est au-delà du fait... alors, ils ont beaucoup de matériel, ils ont accès à beaucoup de choses, mais le fait qu'ils n'aient pas accès ou moins accès à certaines puces, les a obligés à se dire on va faire des choses qui coûtent moins cher et qui marchent presque aussi bien, voire quasiment aussi bien. Et donc tout le monde a été pris par surprise. Mais c'est vrai pour revenir à la question que tu posais, est-ce que l'IA est d'abord militaire? Moi je pense c'est une technologie qui est vue que par le militaire. Tous les films l'ont vu, hein, moi je dis toujours il faut revoir. Alors il est peu connu le film qui s'appelle Le cerveau d'acier, en anglais, The Forbin Project. C'est l'histoire d'un ordinateur, un super ordinateur à qui on confie toutes les défenses des États-Unis. On lui apprend tout, on lui enseigne tout, sauf une seule chose, c'est donc il s'appelle Colossus, qui est le nom du premier ordinateur en Angleterre qui a été créé pendant la guerre. Et à l'époque, quand le film est sorti, ce nom n'était pas connu. Enfin, personne ne savait ce que. Donc ça te donne une idée sur les gens qui ont écrit le livre. Et la seule chose qu'on ne lui dit pas, c'est qu'en Russie, il y a un ordinateur qui s'appelle Guardian, qui est exactement comme lui. Les deux vont se connecter, vont apprendre, demander à ce qu'on les connecte, et créer un langage totalement incompréhensible pour les humains, et dominer la Terre. Et ce qui est drôle, c'est que là, récemment, on voyait des agents intelligents communiquer non plus par la voix, mais par des systèmes un peu comme des modems avec du son, parce que ça va plus vite, et donc, tu te poses la question, effectivement, c'est que la militarisation de l'Internet et l'usage de l'IA va aussi profondément changer notre relation au monde, et je pense qu'on n'est pas vraiment prêt ou mentalement prêt pour ce qui va arriver. C'est dystopique, mais c'est hyper intéressant parce que tu te dis wow, en fait c'est en train de prendre des proportions que je vois pas nécessairement, en tout cas pas de ma fenêtre. Un autre sujet qui me semble essentiel, qu'on n'a pas abordé encore, c'est les biais cognitifs liés à l'IA, parce qu'en fait, évidemment, entre ceux qui codent l'IA, qui ont eux-mêmes des biais, qui les reproduisent par la machine, puissance IA, entre guillemets, et l'IA elle-même qui va en apprenant, mais on voit bien, là, il y a eu cette vidéo que tu as vu passer nécessairement sur Apathy, l'Algérie. En fait, typiquement, le sujet de la manière dont les Français se sont comportés en Algérie, c'est nulle part dans les livres. Donc, du coup, ça passe à l'as, par définition, puisque une IA va apprendre sur ce qui existe. Il n'y a pas grand-chose, à moins qu'il y ait énormément, si tu connais ça peut-être mieux que moi, je sais pas, mais énormément de littérature en Algérie sur la manière dont la France s'est comportée. Mais enfin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose sur le domaine. Il y a des livres en France, mais pas beaucoup. En tout cas, les Français étaient... Et les journalistes sur le plateau à Apathy étaient genre... plus que choqué par ce qu'il disait, alors qu'on sait que c'est l'histoire, que c'est ce qui s'est passé.
Il y a toute une question de biais cognitif, biais de connaissance. Comment on fait pour... Est-ce que c'est même possible de l'éviter d'une manière ou d'une autre? Le problème qu'on a, et tu viens de le dire, c'est qu'une IA s'alimente. Et les IA visuelles qu'on utilise, que ce soit les Midjourney, Black Forest Lab, etc., DALL-E, se sont en fait nourris des 50, 70 dernières années de la publicité, et donc se sont nourris de tous les biais qui existent dans la littérature, dans les choses qui existent déjà. Et donc, d'une certaine manière, elles ne font que définir ou amplifier parfois des biais qui existent déjà. Alors, après, pour plein de raisons, on a décidé qu'il fallait indexer les channels comme Reddit et autres. Donc, ça a en plus augmenté dans les sources. C'est que le choix des sources qui ont été faites, il n'y avait pas que la littérature. Mais la littérature est elle-même déjà véhicule, littérature classique, énormément de biais. Il y a toute la publicité, toute la culture de l'après-guerre, ultra marketing, publicité classique, enfin, qui a mis en avant, tu prends tous les films, toutes les séries des États-Unis dans les années 50-60, même Mad Men, les femmes étaient à la maison à faire la cuisine et les hommes buvaient trop et ramenaient l'argent à la maison. Donc on sait, les IA n'ont fait qu'absorber ça. Et après, effectivement, une partie du travail dans ce qu'on appelle le post-training, donc le fine-tuning, donc c'est d'essayer de voir comment on peut tenter, à défaut d'éliminer ces biais, de pouvoir les rendre moins visibles. Et là se pose la question, si tu prends un être humain, en fait, tu as deux choses. Tu as l'éducation que tu as à l'école, donc ce que tu apprends, ce que tu lis, qui est évidemment important. Et puis tu as l'éducation à la maison, ou l'éducation même par les adultes qui sont autour de toi, qui t'apprennent comment tenir, comment interagir. T'apprennent pas à quoi penser, mais des choses que tu ne peux pas dire, même si tu les penses. Parce que la société, il y a des choses que t'es dans un bureau avec quelqu'un, tu l'aimes pas pour X raisons, tu ne vas pas te lever et dire à cette personne, il y a des règles de bienséance, il y a de la politesse, il y a une étiquette, il y a plein de choses qui existent. Et c'est vrai que quand on a développé les IA, on les a connectés au maximum de données, parce que ça coûtait moins cher, et puis on voulait avoir les choses les plus importantes possibles. Mais en retour, l'aspect training, apprentissage des règles, des règles de bienséance, de l'étiquette, ça c'est un domaine sur lequel on a probablement moins travaillé. Et puis il y a aussi la question de la diversification des sources, mais qui sont liées au fait que tu as aussi beaucoup de choses où tu as des traditions orales, l'information est sous forme orale, pas sous forme écrite, notamment en Afrique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est moins valable, c'est juste qu'elle est sous une forme différente. Il y a aussi beaucoup en fait, derrière ces biais, il y a aussi les biais des 500 ou 1000 dernières années où une partie du monde a dominé l'autre. C'est ce que tu as dans le bouquin Guns, Germs and Steel qui explique pourquoi l'Europe est devenue le leader du monde, non pas uniquement parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils avaient accès à la nourriture, le blé, l'orge, que l'Europe était totalement plate, donc on pouvait circuler, qu'ils ont eu accès à la poudre par les Chinois, et puis parce qu'ils sont allés d'abord aux États-Unis, donc c'est eux qui ont amené les maladies qui ont tué tous les autochtones et pas l'inverse. Et que donc, à mesure, il y a aussi plein d'éléments qui existent. Et si tu prends cette parabole et tu le vois par rapport à la tech, ça pose la question, c'est qu'en Chine et dans d'autres endroits où on investit dans des IA, elles sont entraînées sur des données qui peuvent être différentes. Et donc il y a une double inquiétude, c'est en tout cas du côté du monde occidental, c'est de se dire que des IA intelligentes, capables de te séduire et de te persuader des choses, soient en fait basées sur un ensemble
une épistémologie qui soit complètement différente de celle que celle qu'on utilise en Europe. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les US disent qu'il faut qu'on gagne la guerre. On ne gagne pas uniquement la guerre de l'IA, on gagne aussi la guerre du savoir et des puits de savoir auxquels... Et des imaginaires aussi. Absolument, oui. J'aimerais qu'on passe sur la géopolitique. Alors, il y a plein de questions que j'avais sur ce sujet. La première que j'ai failli te poser au tout début, mais je voulais pas tout mélanger, donc je suis resté calme. Tu parlais de la rentabilité des IA, qui n'existe pas, donc. Les modèles, ils sont pas du tout rentables. Et en fait, ça m'a fait repenser, en t'écoutant, à toutes ces boîtes qui se sont lancées dans les ordinateurs, qu'on a complètement oubliées, genre Compaq. Alors Dell est resté, mais il y a plein de marques comme Compaq, d'ailleurs je les ai moi-même oubliées, mais donc toutes ces boîtes où on leur a dit allez-y, les ordinateurs, c'est l'avenir, et en fait toutes ces boîtes on les a oubliées, elles se sont toutes plantées. En fait il y en a quelques-unes qui sont restées, mais très peu finalement sur le lot. Ouais, en fait la plupart Compaq, je crois, si je me rappelle bien, a été racheté par HP, qui encore, je crois, qui a arrêté de faire des ordinateurs, mais il s'est passé une chose importante et qui explique aussi d'ailleurs le développement de l'IA, c'est que à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, c'était plus simple de fabriquer en Chine et à Taïwan. D'ailleurs, d'abord à Taïwan. Et il y a quelque chose qui a changé, c'est que dans le monde de l'informatique, ça je l'ai appris quand j'ai fait Joli Cloud, parce qu'on a construit un ordinateur avec mon co-founder Omar Wei, qui est maintenant chez OpenAI. On est allé j'étais à Hong Kong, mais j'étais aussi à Taïwan, en Chine. C'est qu'en fait, le savoir-faire de construction est passé là-bas, et que quand tu achètes un PC Dell, c'est pas Dell qui l'a construit, c'est une boîte taïwanaise qui leur a dit il y a 20 modèles, lequel vous voulez, quel type de moulure, et après tu choisis sur catalogue. Et donc, en fait, on a basculé d'une époque où on construisait les produits à une époque où on achète des produits, on les repackage et on met son nom. C'est d'ailleurs le problème de pas mal de choses que tu achètes qui sont aujourd'hui pas uniquement fabriquées en Chine, mais pensées en Chine, etc. Il y a plein même dans la mode, où on pourrait imaginer qu'en fait les designers sont européens, alors qu'en fait maintenant... moi, je pense que la plus grosse erreur qu'on a faite, ça c'est vrai dans la désindustrialisation, c'est une erreur aussi très, très élitiste française, c'est de dire nous on va penser, les autres vont faire. Or, la valeur, c'est dans le faire. La raison pour laquelle l'iPhone est le téléphone le plus... alors c'est peut-être moins vrai, mais dans ce qui paraît que Samsung est super, mais est l'un des produits les plus complexes à fabriquer. C'est pour ça qu'il a de la valeur. Tesla, à une époque, c'était la voiture la plus complexe à fabriquer. Le B200, la nouvelle puce de Nvidia que tout le monde veut pour faire des LLM, c'est un truc d'une complexité hallucinante, et c'est ce qui en fait la valeur. Or, quand tu n'es plus dans la complexité, tu ne la fais plus. Qu'elle soit d'ailleurs purement technique ou de savoir-faire, c'est une des forces de Louis Vuitton et des marques de luxe, Hermès et autres, c'est de dire on a un savoir-faire qu'on maintient. C'est pas d'analogie de dire on va être plus, moins, si on va être dans le même niveau de qualité. Et donc ça veut dire des choses qui durent parce qu'elles sont bien faites sur le long terme, avec des techniques, avec un savoir-faire. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Hermès a une valeur parce qu'ils font les choses. Ils disent pas on fait des sacs et on les fait faire en Chine. Si c'était ça, ça vaudrait pas le prix que ça vaut. Il n'y a plus de valeur. Et donc ça, c'est ce qu'on a perdu. Et on l'a perdu aussi dans le savoir-faire des puces. C'est pour ça que Taïwan est devenue la plaque tournante, parce que déjà, il faut savoir que TSMC, la fameuse entreprise, en fait, a été financée par Philips. Philips a financé, qui faisait les compact disques pour les plus anciens. Il y avait les cassettes avant. Ou les cassettes. Mais je voulais simplement dire que Philips a créé ASML, donc qui est la fameuse entreprise qui permet de faire la lithographie, les lasers, pour imprimer sur des lasers suffisamment fins pour faire des puces. Et TSMC, ils ont investi dans ces deux entreprises. Donc en fait, l'Europe avait parfaitement compris et accompagné ce rôle, en tout cas une partie de l'Europe. Et les puces, il ne faut pas oublier, ce sont des puces ARM qui sont faites en Angleterre et imaginées en Angleterre. Donc en fait, une grande partie du savoir-faire dans les puces est européen. La production, elle, est à Taïwan et en Chine aussi. Et nulle part ailleurs désormais. On savait faire des puces, mais on a arrêté d'investir. On fait des puces de 5-6 générations avant.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec des technologies type DeepSeek, il est possible que l'Europe puisse se remettre à faire des puces qui font une partie du travail, pas tout, mais une partie du travail de l'IA. Mais la question pour ça, c'est comment les faire. Et je pense que le problème qu'on a dans la technologie aujourd'hui et la géopolitique, c'est une des raisons pour laquelle Trump veut rapatrier, c'est qu'il pense qu'il faut qu'on fasse aux États-Unis. En Europe, on n'a pas encore réussi à véritablement comprendre ça, parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et Taïwan considère que le fait qu'ils font les puces, s'ils ont un problème, ils ont toujours dit que s'ils étaient envahis par la Chine, ils détruiraient les usines. Et donc là, c'est l'estimation la plus optimiste, c'est 10% de baisse du PIB aux États-Unis. Enfin, l'économie s'écroule. Oui, il n'y a plus d'Apple. C'est pour ça qu'Apple est en train de commencer à apprendre à construire des iPhones. Les nouveaux iPhone 16 sont faits en Inde et au Vietnam. Et depuis apparemment quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient faire aussi Apple Intelligence aux États-Unis, 500 milliards de dollars. Ce chiffre a l'air complètement fou. Et donc, tu as cette question qui est dans la... tu parlais des ordinateurs, des vieux ordinateurs, c'est qu'en fait, les marques sont importantes d'un point de vue marketing, mais le savoir-faire est essentiel parce que c'est ce qui permet aux produits d'exister. Et nous, on s'est énormément, en Europe, concentré sur le marketing de la tech, à tel point que maintenant, on markete les technologies américaines mieux qu'on sait marketer nos propres technologies. Et on a laissé tomber la fabrication parce qu'on a... J'ai un peu l'impression, les deux raisons qu'on m'a données, c'est la première, c'est que l'élite de l'époque, des années 90, n'avait plus envie de travailler avec les syndicats, et se disait si on travaille en Chine, au moins on a des gens très malléables. Et la deuxième, c'est, et à mon avis c'est une erreur colossale en France, c'est que le fer, c'est entre guillemets sale, c'est pas, c'est mal considéré. Non, mais bien sûr. L'industrie, c'est pas bien, Or, voilà, on est tous contents quand on a un boulanger qui sait vraiment faire du pain, du bon pain et le faire. Mais je pense que c'est en train de changer. Le problème, c'est que les investissements pour relancer les choses, il y a un seul pays qui va relancer vraiment son industrie des semi-conducteurs, c'est le Japon. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je ne sais pas. Ils dépensent énormément d'argent. Et nous, il faut quand même le dire aussi, en Europe, on n'a pas d'argent. On n'a plus beaucoup d'argent public, en tout cas, dans ces politiques. Donc, on ne peut pas se permettre de se planter si on fait quelque chose. Une deuxième question géopolitique. Justement, on en est où en Europe de l'intelligence artificielle? Alors, bien sûr, il y a la boîte financée, entre autres, par Jean-Charles Samuelian, qu'on salue, Mistral, dont tout le monde parle en France. Alors il n'y a pas que Jean-Charles, mais comme je le connais bien, du coup, je retiens son nom à lui. Mais à part Mistral, en Europe, si, il y a... Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs d'IA en français. Beaucoup, mais en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, il y en a partout. C'est marrant parce qu'en Allemagne, je parlais avec un copain. Pendant longtemps, tu le sais, Berlin, c'était la plaque tournante des startups à l'époque des frères Swammer, Delivery Hero et toutes les boîtes cool qu'on connaît d'Allemagne. Et maintenant, c'est Munich parce que c'est là que se fait l'IA à cause des universités. En France, je pense qu'on a des gens très bons. On a plein de projets. Il y a évidemment Mistral, mais tu as plein d'autres boîtes, plein de modèles qui existent. Mais on a un vrai sujet, c'est qu'en France, en fait, on a, je pense, un biais qui fait qu'on n'arrive jamais à comprendre la tech. Enfin, en tout cas, les politiques en place ne comprennent rien. C'est qu'on ne choisit pas les vainqueurs à l'avance. Là, je pense que Mistral fait une bonne technologie. Je pense que quand tu vois DeepSeek aujourd'hui, ils sont un peu embêtés parce que d'une certaine manière, ils disaient qu'ils allaient faire ce que DeepSeek a fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas bons, ça veut simplement dire qu'il faut qu'ils se remettent dans un modèle. Moi, ça fait 1 an, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent un produit. Alors là, ils ont sorti le chat, qui est pas mal, mais qui est encore loin derrière quelque chose comme OpenAI. Parce que là où, par contre, les US sont des killers, c'est en produits, ils savent. Quand je dis ça, c'est que je sais aujourd'hui, et on sait tous, qu'on ne va pas se lever du jour au lendemain et Sam Altman va dire bon, on arrête ChatGPT. C'est le business. Alors que dans la stratégie de Mistral, où ils font un peu de B2B, ils font un peu ci, un peu ça, si demain ils disent finalement on va se concentrer sur ça et on arrête, c'est possible que ce soit le cas.
Donc c'est un vrai sujet. Donc on n'a pas assez d'expertise produit. Je pense que les talents existent. Je pense que il faut pas oublier que DeepMind c'est anglais, que ARM c'est anglais, que Cambridge, que tous les hubs, TUM à Munich, le pôle d'école d'ingénieurs en France. Il n'y a pas que Polytechnique et l'ENS. Je pense qu'il y a aussi plein de gens dans. On a eu aussi un autre biais en France, c'est de si t'as pas bossé pour les big tech et si t'as pas fait Polytechnique, en gros, tu nous intéresses moins. Or, je vois des boîtes comme Playas, avec Pierre Carl et Anastasia qui font des trucs super. Je vois plein de gens, en fait, qui ont lancé des choses. T'as aussi Dataiku qui est à New York, qui est super fort. T'as Scikit-learn, t'as plein de choses dans l'IA. C'est simplement qu'on a... Ça, c'est une chose que je pense depuis assez longtemps. C'est qu'en fait, le drame de la France, c'est qu'on a toujours méprisé l'informatique comme une science secondaire. Et quand je dis une science, je ne devrais pas dire que c'est une science, c'est à la fois une science, une technique et un art. Donc, c'est trois choses. Et on n'a jamais vu les informaticiens comme des talents. On les a vus comme des ressources. En gros, on met 50 types dans une salle, plutôt au sous-sol. On aura un produit. Alors qu'aux US, c'est comme dans les films. C'est un casting, tu choisis les gens. Et tu choisis aussi des équipes qui savent travailler. Ce qui est fantastique aux US, c'est quand tu sors dans la Silicon Valley, c'est qu'on n'achète pas des boîtes, on achète des équipes qui ont fait une boîte, qui vont bosser pendant 2 ans et permettre à Google ou à un autre de faire un produit. Et puis ensuite, elles repartiront. Tu vois, OpenAI, c'est des anciennes Stripe. Les anciennes Stripe, c'est les anciennes Dropbox, qui étaient les anciens de Facebook, qui étaient les anciennes Google. Et donc, en fait, tu as une continuité, un continuum d'expertise. Et à chaque fois, ils viennent. Et tu te dis, mais pourquoi ils sont aussi bons en produits, en machin et tu regardes, ah oui, ils ont fait ça chez Stripe. Parce qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Justement, la différence, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Absolument. Et donc, tu as un vrai sujet là-dessus. Je pense que le mépris pour l'informatique a fait que t'as plein de gens qui auraient dû trouver leur place en France, qui sont partis dans la vallée, où t'as plein de gens qui démarrent dans l'IA et qui rentrent pas dans les canons imaginés par ce gouvernement. On le voit, il y a eu un sommet sur l'IA, c'était très élitiste. Il y a plein de gens que je connais qui avaient leur place, qui m'ont dit j'ai pas été invité, on m'a même pas convié. Moi, j'étais invité par Maya Noël, que tu dois connaître, là, de France Digital, au sommet des entreprises. C'était très sympa, il y avait plein de gens, mais tu sentais aussi que il n'y a pas aussi forcément de vision. C'est-à-dire qu'on dit on veut faire des choses, mais pourquoi c'est la question. En quoi la France, en fait, dès qu'on s'applique là-dessus, fait des choses différentes. Et pour faire des choses différentes, il te faut des gens différents. Il faut des gens qui ont une vision... il faut une vision déjà. Il faut une vision, mais il faut aussi des gens qui soient différents. Quand tu consolides l'existant, c'est-à-dire que tu es dans une vision très élitiste où tu te dis en gros il y a un petit pourcentage de gens qui savent tout faire et les autres vont nous écouter, ce qui est une vision très naïve, surtout de la France, et dans la technologie, il te faut des gens qui fassent l'inverse, il faut des dissidents. Le nom de mon nouveau lab va être autour de ça, Dissident Software, c'est faire du logiciel qui n'est pas le logiciel standard. Le logiciel standard, il existe déjà dans la vallée, il est super bien, il fonctionne bien. Si tu veux faire, par exemple, je pense beaucoup à Proton, qui fait une suite de mails, de logiciels, qui dit, nous, en fait, c'est la vie privée, on est l'inverse de ce que font les grosses entreprises de la vallée, qui, elles, sont dans l'extraction des données pour le commerce. Et donc, tu payes. C'est pas gratuit, tu payes. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que sur Google, je paye mon Gmail et je continue d'avoir des analyses et des pubs. Oui, de la pub, c'est fou. Mais ouais, c'est pareil. Et ce modèle, à mon avis, arrive à bout. C'est-à-dire que ça marche tant que ça marche. Et moi, je me disais, en Europe, on va arriver avec autre chose qui sera comme dans le luxe, ou comme dans le cinéma, ou comme dans les choses culturelles. C'est différent. Et tu sais pas l'expliquer, mais t'écoutes un morceau de Daft Punk, moi qui adore la musique électronique, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est de la musique électronique. Ouais. Et pareil dans le luxe, pareil dans la mode. Tu sens qu'il y a... Et j'ai toujours pensé que dans le logiciel, en tout cas quand je faisais NetVibes et Jolly Cloud, j'avais vraiment ça en tête, qu'il y a un savoir-faire français, il y a un style, il y a une identité, il y a une volonté de faire des produits différents. Et parce qu'on a, à mon avis, un pool de talents inutilisés, dans les banlieues, des gens qui n'ont pas fait les top écoles, mais parce que des fois, tu n'as pas fait une top école parce que
à un moment clé où tu devais être meilleur en maths, tu l'as pas été parce que tu as des problèmes familiaux, tu as plein de choses, enfin la vie est plein de choses, et qu'à la fin tu te retrouves à faire une école un peu différente, et à partir de là il faut que tu arrives à prouver, et tu as du mal parce qu'on te met dans des tâches subalternes. Moi j'ai toujours aimé ce que j'ai fait dans les boîtes où je suis. Tu choisis des gens pas par rapport à ce qu'ils ont sur leur CV, mais par rapport à leur potentiel, que parfois tu découvres et t'impressionne, et c'est ça que je trouve génial, et ça c'est à mon avis une chose qu'on n'a pas encore réussi à faire assez bien dans la tech française. C'est un potentiel pour faire des produits qui vont dominer, non pas parce que c'est le plus d'argent, c'est le plus de technique, c'est parce que la vision que tu exprimes à travers leur usage est différente. Moi, comme tu le sais, j'étais éduqué et travaillé à Radio Nova, et Radio Nova m'a toujours fasciné par ça. C'est la fusion de plein de choses, avec des gens qui étaient brillantissimes, et qui ont d'ailleurs tous eu des carrières après brillantes. Et c'était possible. Et donc, ce mélange culturel et technologique, on n'a pas forcément encore réussi à le faire. J'espère que dans l'IA, et grâce à l'IA, parce que ce que je crois aussi, c'est que maintenant, il y a des gens qui peuvent faire des boîtes avec des IA, et donc avec moins de gens, moins de capital qu'avant. Que ces gens vont pouvoir utiliser justement l'IA pour exprimer leurs différences plutôt que rester dans le consensus. Mais alors, il y a une question que moi je me pose et qui est politiquement quasiment incorrecte pour quelqu'un comme toi, c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard l'IA, et est-ce que tout cet argent, tu vois, les 500 milliards ou X milliards qu'on pourrait mettre dedans, on ne devrait pas le mettre dans autre chose qui soit industriel, qui soit pas de l'IA pure, mais qui soit un élément, comme l'a fait Taïwan, pour que les autres puissent développer leur IA d'une certaine manière, ou autre chose, tout simplement quelque chose qui va nous sembler indispensable, par exemple, je sais pas, le militaire, l'électricité, le nucléaire, donc, ou autre, tu vois, l'énergie de fusion, j'en sais rien, des choses qui me semblent un peu indispensables pour la vie sur Terre, et qui soient pas l'IA, parce que après tout, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de business model dans l'IA aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon cheval tu vois, sur lequel parier finalement? C'est une très bonne question. En fait, la réponse courte, c'est je ne sais pas. Forcément. La réalité, c'est que le business model de l'IA, si tu considères que l'IA est une technologie de guerre, ce que je crois, à partir de là, l'investissement ne compte plus. Et quand tu regardes, j'ai toujours pensé que cet argument était fallacieux. On te dit, d'ailleurs je crois même que le président lui-même, la République le disait, c'est les États-Unis dépensent tant, la Chine dépense tant, et l'Europe dépense tant. Mais si tu prends les budgets militaires des États-Unis et de la Chine, et tu en fais le ratio par rapport à la dépense en IA, tu te dis, c'est normal. L'Europe n'a pas de défense, n'a pas de stratégie de défense. C'est en train de venir, là, je crois. Ça peut venir, mais n'a pas compris, en fait, qu'elle était une variable d'ajustement entre les États-Unis et la Chine. Elle n'a surtout, et moi je pense que le principal problème de l'Europe, c'est qu'on a... Alors, il y a évidemment la question, il y a trop de normes, il y a trop de réglementations, il y a trop de choses qui bloquent, mais ça, c'est un des sujets. Le vrai sujet, c'est qu'elle n'a pas confiance dans ses talents dans la tech. Et ça, c'est pour moi un sujet beaucoup plus grave. C'est que la plupart des gens, quand ils font des boîtes en Europe, et je peux en témoigner, tu arrives à un certain niveau. Tu fais la même chose aux US, tu fais 10, voire 100 fois mieux. Et donc, ça pose une vraie question. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos talents? T'as des gens qui croient beaucoup dans les politiques, t'as des gens qui croient dans les gens. Moi, je suis plutôt dans la deuxième partie. C'est-à-dire, je crois que quelques personnes avec les bons soutiens, la bonne vision, peuvent faire la différence. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on ait envie de mettre en avant en Europe, où on est surtout dans un... Alors, il faut aussi expliquer que l'Europe s'est créée à partir de règles, de réglementations, de décrets. Donc on est vraiment là-dedans. Et alors qu'on a, je pense, des écoles de pensée, de réflexion qui sont très intéressantes. Et sur les questions de vie privée, de relations, même de la relation à la vie, puisque je pense que l'Europe, c'est quand même l'endroit où on vit le mieux au monde. Pour avoir vécu un peu partout, c'est vrai que c'est un... Et en même temps, on s'autoflagelle. Donc, moi, je crois... Alors, la question que tu poses, c'est, pour y répondre, c'est je crois beaucoup à l'automatisation
harmonieuse, c'est-à-dire que l'automatisation va exister, soit elle est dystopique, c'est ce qu'on voit déjà un peu en Chine, c'est un peu ce que Elon Musk espère faire à un moment ou à un autre aux US, soit elle est une forme de techno-utopie, et dans ce cas-là, je pense que l'Europe peut montrer la voie. Ça serait quoi la première étape pour toi? C'est la reconnaissance des talents? Il y a la reconnaissance des talents, et puis il y a aussi le fait qu'il faut... la technologie doit être au service de l'amélioration de la qualité de la vie. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles tout ce qui a été dit sur l'IA dans l'administration est inaudible, c'est qu'en gros, à chaque fois que tu dis aux gens on va mettre de l'IA, en fait, ce que tu leur fais comprendre, enfin en tout cas ce qu'ils comprennent, et je pense qu'ils ne sont pas idiots, c'est de dire en fait maintenant il n'y aura plus personne pour s'occuper de moi quand j'ai un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet, enfin moi que je vois, mais peut-être que peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, c'est possible aussi. Il y a des limites planétaires. On est en pleine crise écologique, slash biodiversité, slash plein de choses, eau, etc. Est-ce que les gens qui bossent dans l'IA sont pas dans une dystopie totale? Parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre est-ce qu'on se chauffe, est-ce que j'ai à manger dans mon assiette, ou est-ce que j'ai de l'IA? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu parlais de la meilleure vie sur Terre. Alors, à moins d'être techno-solutionniste, ce que moi je ne suis pas, je ne crois pas du tout à ce que la technologie, elle va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, mais elle ne va pas permettre de faire de la vie sur Terre. Enfin, je vois mal le truc. Je vois beaucoup de gens qui sont dans cette solution-là, dans cette pensée-là. C'est pas mon cas. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet comme ça autour de... Les mecs, réveillez-vous, en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter l'IA parce que, en fait, juste par contrainte des écosystèmes, tout simplement. Je sais pas si les gens à qui tu fais référence le voient comme ça. Moi, je pense que d'un point de vue géopolitique, ce qui se passe aujourd'hui, même ce qu'on voit avec l'Ukraine, Trump, la Chine, c'est en gros les États-Unis ou la Chine veulent s'emparer des plus grosses réserves de tout, que sont la Russie. Donc, pour l'instant, on a Madou là aussi. Là, je parle dans la vision vraiment des tech bros, que j'appelle plutôt les techno-nationalistes américains. Mais je pense que la vision similaire en Chine, c'est de se dire qu'on a le pays le plus riche en tout, et en plus qu'il va le devenir de plus en plus, puisque toutes les régions qui étaient inaccessibles à cause du froid, avec le réchauffement, sont désormais possibles avec de nouvelles routes, c'est pour ça qu'on parle aussi du Groenland. Enfin, il y a plein de choses où, quand on imagine la nouvelle géopolitique du monde de 2040-2050, il y a des gens qui se disent il y a des nouveaux intérêts. Moi, je pense que quelqu'un comme Musk qui se dit il faut aller dans l'espace, la conquête de l'espace nécessite des matières premières, des terres rares, des choses comme ça. Donc la Russie, c'est mon nouveau jackpot, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout ça pour permettre au reste de la planète de se chauffer, d'avoir une vie correcte, mais on veut construire les vaisseaux spatiaux, donc il y a un vrai discours autour de ça pour pouvoir lancer ces projets. Moi, je pense que la techno-utopie, elle a déjà existé à un moment dans le monde. C'était en France dans les années, ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. On a construit des systèmes de trains extraordinaires. Donc, moi qui habitais en Californie, où tu fais tout en voiture, alors que tu te dis, tu aurais un TGV San Francisco-Los Angeles, est-ce que tu prendrais la voiture? Clairement pas, non. Voilà. C'est beau, hein, cela dit, la route est belle. C'est beau pendant 40 minutes quand tu fais Carmel et tout ça, mais le reste, c'est que des embouteillages sur la 101, donc c'est, entre nous, complètement inutile. Que tu as des pauvres gens qui viennent bosser, qui prennent 2 heures de voiture pour bosser chez Google dans la Silicon Valley, ils sont dans la East Bay parce qu'en fait, ils peuvent pas se loger. Que le problème du logement est aussi lié au fait que si tu as des trains, enfin si tu améliores, on a créé l'énergie décarbonée qui était l'énergie nucléaire avec un système où tu pouvais réutiliser les choses sur 3000 ans, enfin même plus en fonction des choses. Donc on avait des gens, une politique avec des ingénieurs éclairés qui ont réfléchi aux choses. Alors on n'a pas tout bien fait, parce qu'il y a une partie de l'urbanisme qui a été fait après la guerre, dans l'urgence. Il y a des zones entières qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de service public, pas d'accès à la poste, qu'on avait mal logé. Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'une partie de la technologie doit servir à l'amélioration du quotidien. Et une partie des problèmes politiques et donc sont liés au fait que on a des politiques qui n'ont aucun sens pratique.
c'est toujours plus facile de parler de sujets dont tu sais parfaitement que tu ne vas pas les résoudre, mais tu peux t'indigner. Il y a plein de sujets autour même de l'immigration. En fait, c'est des problèmes qui sont plus compliqués qu'ils en ont l'air. Parce que tu as des gens en face et que tu peux pas dire de manière unilatérale « j'ai décidé, donc les gens en face te disent « t'es bien gentil, mais… » Donc tu as un double… Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu pouvais redécentraliser la France, tu as un problème du loyer aussi. Il y a plein de gens qui peuvent plus se loger parce que tout le monde va être aux mêmes endroits, parce qu'économiquement, on a décidé que, en gros, c'était pas à Paris ou dans 3-4 villes, tu n'existes pas. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Et donc, ce techno-optimisme dont tu parlais, pour moi, il part de l'amélioration du quotidien et un côté très sens pratique. Et ça viendra de l'automatisation. C'est-à-dire que je pense que l'automatisation va nous permettre d'avoir plus de lignes de train, plus de transports en commun, plus de choses qui vont fonctionner de manière intelligente et de manière harmonieuse. C'est aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, soit tu fais la technologie pour isoler les gens, soit tu fais de la technologie pour renforcer les interactions. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de prendre Orly par la ligne 14. Tous les mois, à peu près. C'est extraordinaire. En fait, tu dis la politique, c'est ça. C'est pas entendre des gens nous hurler dessus sur des choses qui n'ont pas été. Et donc, ça veut dire que plutôt que de dire on va faire l'IA blabla, il faudrait construire le plus grand hôpital, probablement en Seine-Saint-Denis, avec des dernières technologies qui font que tous les gens se sentent le progrès. C'est-à-dire que les gens veulent aussi du tangible. Touché, ouais. Et je pense qu'on oublie que la technologie est au service du tangible. Si elle n'est qu'intangible, déjà elle est essentiellement américaine, donc c'est-à-dire que l'argent part de France pour aller payer. Et je pense qu'il y a plein de choses à construire. Après, là tu parlais de vision. La vision, entre guillemets, techno-optimiste, c'est une vision où tu dis aux gens, on va refaire ce qu'on a fait pendant la parenthèse de 30 ans, mais c'est des gens qui avaient aussi une vision, qui avaient compris qu'il fallait que le TGV, le nucléaire, enfin, la numérisation du téléphone, parce que le téléphone avant, c'était 22 annières, c'était pas un sketch, c'était la réalité puis le Minitel, qui était quand même une infrastructure de services en ligne, certes qui n'était pas décentralisé comme l'Internet, mais qui fonctionnait parfaitement. Tu pouvais commander, on l'a connu, ça, un billet de train par Minitel. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer de manière beaucoup plus intelligente si on arrivait à mettre ça. Maintenant, il faut aussi... le contrepartie de ça, c'est qu'il faut mettre les bonnes personnes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous tue en France, c'est qu'on a beaucoup de gens qui veulent la posture qui veulent la responsabilité donc ils veulent les bénéfices de ce poste sans les contraintes et sans les choses importantes à faire. Tu l'as vu pendant le Covid où tu as plein de gens, tu t'es dit mais en fait à quoi ils servent, pourquoi ils sont là. Ils ont été nommés là et en fait ils ont refusé les responsabilités. Et donc là je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de gens, il va falloir changer les gens. Si on veut changer la France, il faut aussi changer les gens qui prennent les décisions et faire monter des gens qu'on ne regarde pas aujourd'hui et qui ont énormément à apporter, je pense. Totalement. Merci beaucoup, Tariq. Merci. Trop bien. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. J'ai envie de claquer la porte à ce narratif, tu vois, tous ces influenceurs que l'on voit, quels que soient les sujets, que ce soit la tech, le changement climatique, qui en fait créent de l'anxiété plutôt que d'amener du fond. Moi, je dis ça en ayant un père qui, à son époque, a été un des pionniers des premiers cours sur le changement climatique. Donc, je suis vraiment né avec ça. J'ai un énorme respect. Et parce que j'ai un énorme respect, je pense qu'on peut pas dire et faire n'importe quoi. Et j'aimerais ouvrir la porte à plus de diversité, pas uniquement, évidemment, ethnique ou genre classique, mais des gens qui pensent différemment et leur donner la chance de s'exprimer. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la perpétuation des mêmes modèles. Et c'était Einstein qui disait que vouloir réessayer la même chose en espérant un résultat différent était la définition de la folie. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une vision où on croit encore que les techniques du passé, quand je dis du passé récent, hein, celui depuis où on n'avance plus, il faut s'intéresser et revenir peut-être à l'esprit d'avant, l'esprit où la France se construisait. Parce qu'on est en fait dans une phase où on doit reconstruire la France. Et ça en plus à un niveau européen, avec une autre question qui est qu'effectivement les dangers géopolitiques et
qui sont en fait connus depuis longtemps. Malheureusement, ce qui se passe avec les US n'est pas nouveau, était prévisible en tout cas au moins depuis 10 ans, avec la Chine également. Effectivement construire une vision, mais je pense à la France, évidemment je suis très européen, mais je pense à la France parce que je pense qu'il y a un potentiel aujourd'hui qui est assez gâché par le fait que beaucoup de gens qui ont du talent, qui ont de l'énergie, qui ont de l'envie, qui ont de l'inspiration en fait sont bloqués. C'est un système qui est quand même très 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 bloqué. Merci beaucoup à toi. Merci. Ce podcast a été monté et mixé par le studio Plink, qui accompagne Vlan depuis ses débuts. Donc si vous avez besoin de vous faire accompagner par de vrais professionnels sur toutes les étapes de votre podcast de marque, de l'idée en passant par l'enregistrement, qu'il soit audio-vidéo, le montage, le mixage et la diffusion, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web. C'est plink.studio, plink.studio. À bientôt. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.